Parfois, j'ai l'impression de ne pas être vraiment un rôliste. Alors pourquoi j'ai ce sentiment? C'est parce qu'en fait les jeux que je joue, les jeux que j'aime jouer, en fait ce ne sont pas les jeux les plus joués en France. Alors déjà le jeu de rôle c'est pas forcément une activité qui est extrêmement connue, mais en plus les jeux qui m'intéressent sont plutôt une niche dans la niche. Alors déjà en plus le problème avec ces jeux là c'est qu'on ne sait pas comment les définir. Ils ont plein de noms, alors l'adjectif qu'on retrouve souvent c'est l'adjectif forgien. Ça vient du forum The Forge, qui est un forum anglophone qui est aujourd'hui fermé, mais qui a en fait réuni pendant une période un certain nombre d'auteurs qui ont réfléchi au jeu de rôle et qui ont émis des théories et qui ont aussi créé des jeux qui ont été assez innovants, en tout cas qui ont fait un petit peu un schisme dans le milieu du jeu de rôle et qui ont aussi promu le jeu de rôle indépendant, c'est-à-dire l'auto-édition, de ne pas dépendre d'éditeurs pour pouvoir bien créer des jeux, et ça change beaucoup de choses et j'en parlerai probablement dans d'autres vidéos. Ces jeux ils ont aussi pris d'autres noms au fur et à mesure du temps. Un nom qui revient souvent c'est le terme de narrativiste, qui est une déformation en fait du mot narratif et qui donnerait l'idée que ces jeux-là globalement donnent plus de part à la narration, mais en fait dans le jeu de rôle plus traditionnel il y a déjà des jeux qu'on pourrait on pourrait appeler ça des jeux narratifs ou narrativistes, donc c'est une définition qui est assez bancale. En plus c'est un terme narrativiste qui a été utilisé au sein d'une théorie, la théorie qu'on appelle le GNS ou LNS en français, et donc ça crée une confusion parce que en fait même dans les jeux de ce type là, les jeux forgiens ou narratifs, en fait les jeux narrativistes, tous ces jeux là ne sont pas narrativistes, c'est une classification qui a été créée dans le cadre d'une théorie et qui n'englobe pas tous les jeux, donc c'est encore une définition qui ne convient pas. Un autre terme qu'on a vu récemment, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le terme de narrativo-vegan, qui est en fait plus une blague à l'origine. Alors on ne sait pas si c'est plutôt ceux qui se moquent de ce genre de jeu ou si c'est ceux qui les pratiquent qui ont inventé ce terme. En tout cas il a été récupéré, ça c'est sûr, par les pratiquants, et moi-même j'ai tendance à l'utiliser un petit peu par autodérision, mais c'est pas non plus un terme très approprié pour parler de nos jeux. Ensuite on entend aussi le terme de jeu de rôle indépendant, mais là aussi c'est une définition qui pose problème puisque le jeu de rôle indépendant ça peut déjà avoir beaucoup de définitions, mais si on l'entend comme des jeux de rôle auto-édités, donc dont l'auteur finalement ne possède les droits exclusifs de publication du jeu, bien ça pose des problèmes puisqu'il y a des jeux qui pourraient avoir bien une ascendance forgienne, donc avec des mécaniques un peu différentes et se réclamer de ces théories-là, notamment de The Forge et de ce qu'ils ont, comment elles ont été développées ensuite, mais qui vont être éditées et qui vont donc avoir un éditeur et peut-être des moyens pour pouvoir le diffuser. Donc du coup le jeu, est-ce qu'il est encore indépendant? Et puis il y a même un petit peu un débat sur l'indépendance. Est-ce que finalement tout le jeu de rôle n'est pas un peu indépendant vu qu'on ne dépend pas d'une grande industrie? Donc voilà, je ne veux pas répondre à ce débat-là aujourd'hui, on aura probablement l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais en tout cas c'est pas encore une définition qui convient pour ce genre de jeu. Enfin, la définition que moi je préfère aujourd'hui, c'est celle de jeu de rôle alternatif. C'est une définition qui est volontairement floue en fait, c'est-à-dire qu'on va pas dire bah voilà c'est tel critère pour dire c'est ça les jeux de rôle alternatifs, mais c'est une manière de dire il y a une scène on va dire plus mainstream, on va dire éventuellement traditionnelle, même si là aussi c'est un terme qui peut poser problème, on va lui opposer le terme de alternatif, et c'est tout ce qui va essayer de créer des formes alternatives de jeu, donc pas forcément seulement hérité des théories de The Forge, mais ça peut être d'autres éléments, mais en tout cas voilà, je préfère ce terme là de alternatif, ça me permet un petit peu plus de brasser large et de ne pas rentrer dans des débats de chapelle, même si ça ne résout évidemment pas tous les problèmes. Et une des choses qui fait que ces jeux sont un peu méconnus, bah, c'est parce qu'ils sont pas forcément faciles à trouver. Déjà parce que donc, tous ces jeux qui sont issus donc, des auteurs et des théoriciens de The Forge, bien ils sont en anglais à la base. Donc il y a eu des traductions au fur et à mesure du temps, mais déjà pour se les procurer jusqu'il n'y a pas si longtemps, il fallait les acheter
en version papier ou en version PDF éventuellement, mais en version papier, il fallait les faire venir des États-Unis ou éventuellement d'Angleterre. Aujourd'hui, il y a eu des traductions. D'abord, il y a eu la boîte à eux, notamment, qui est donc un éditeur qui a pendant un temps traduit un certain nombre de classiques de l'indépendance, donc des jeux alternatifs anglophones. Donc je pense notamment à Apocalypse World ou Blistage, Breaking the Ice, voilà, un petit peu justement certains classiques vraiment indispensables. Malheureusement, par exemple, eh bien, ils sont plus disponibles aujourd'hui puisque la boîte à eux a arrêté ses activités, donc ces jeux-là, sauf des stocks qui peuvent rester par-ci par-là, eh bien en fait ils sont introuvables, ce qui est assez dommage puisque quand on a des classiques comme Apocalypse World ou Breaking the Ice qui sont difficilement trouvables, bah, c'est un peu comme si pour des releases traditionnelles, ben, d'un coup Donjons et Dragons ou Cthulhu devenaient difficilement trouvables, en tout cas en VF. Ensuite, on a toujours d'ailleurs donc 500 nuances de geek qui était anciennement donc narrativist.eu, qui a traduit énormément de jeux, vraiment des jeux à l'appel, et qui dernièrement s'est beaucoup concentré sur ce qu'on appelle les PBTA. J'en parlais dans la première vidéo. Ce sont donc les jeux Powered by the Apocalypse, donc propulsés par l'Apocalypse, qui viennent en fait donc de Apocalypse World de Vincent Baker, et donc on a créé il y a tout un tas d'auteurs qui ont créé des hacks de ce jeu-là dans d'autres univers, dans d'autres settings, et aujourd'hui 500 nuances de geek c'est pas mal spécialisé dans ces jeux-là, et donc voilà, tous les mois, notamment grâce à un Tipeee, on peut recevoir comme ça des jeux. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ils sortent un petit peu comme ça, bien inaperçus, parce que si on n'est pas abonné au Tipeee, on peut éventuellement les télécharger. Il y en a pas mal qui sont disponibles gratuitement. Là aussi, je vous mettrai les liens en bas de 500 nuances de geek pour que vous puissiez aller voir, aller checker un petit peu. Mais c'est vrai que parfois ils sortent un peu en catimini. Alors pour moi, c'est des jeux essentiels. Je pense notamment à Swords Without Master, qui est un jeu de Epidia Ravachol, qui est pour moi aussi un jeu important de la scène forgienne, et qui est passé un petit peu inaperçu. On n'a pas trop parlé dans les médias rôlistes francophones, ce que je trouve vraiment dommage. Récemment on a aussi Lapin Marteau, je crois qu'il y a des projets dans les cartons, notamment un Dogs in the Vineyard qui serait vraiment bienvenu, mais on n'en sait pas plus pour le moment. On espère qu'il sortira bientôt, mais voilà, aujourd'hui c'est pas évident, en tout cas pour tous les jeux comme ça anglophones, de se les procurer. Il y en a beaucoup qui sont pas disponibles en papier et d'autres qui sont disponibles en PDF, et dont on n'a pas eu une grosse communication, faute de moyens la plupart du temps. Côté francophone, on a aussi une production, notamment, alors à la base c'était un programme qui s'appelait Silent Drift, qui a commencé un petit peu à faire venir les théories et puis les jeux de The Forge, qui a inspiré pas mal de quelques auteurs. Et ensuite il y a eu donc un autre forum qui s'appelle les Ateliers Imaginaires, qui est aussi fermé aujourd'hui, mais qui a essayé aussi, qui a permis de faire émerger un certain nombre d'auteurs francophones et aussi des théoriciens, donc qui ont continué à travailler sur les théories de Forge, mais pas que, à développer aussi d'autres théories, des choses à part, et de s'inspirer d'autres mouvances du jeu de rôle francophone ou d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, il y a un forum qui s'appelle les courants alternatifs, dans lequel aussi on essaye de partager et on essaye de faire émerger d'autres jeux alternatifs, d'autres auteurs alternatifs. Mais voilà, c'est pas évident d'être un rôliste alternatif aujourd'hui, au sens dans lequel je me définis, parce que les jeux de rôle que je fais, ils n'existent pas vraiment pour tout le monde. Ils sont un petit peu, voilà, comme je disais, la niche dans la niche, et c'est compliqué. Mais en même temps c'est un bonheur, parce que ce sont des jeux dans lesquels je me reconnais, dans lesquels voilà, c'est des pratiques qui me ressemblent davantage que ce que j'ai pu faire à l'époque quand je faisais vraiment du jeu de rôle plus traditionnel. Après je ne renie pas toute l'expérience que j'ai pu avoir en jeu de rôle traditionnel. Il y a eu des parties, il y a eu des expériences vraiment intéressantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui vraiment le plaisir que je prends dans ces jeux là n'a rien à voir, donc je reste là-dedans. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a beaucoup de joueurs
qui font les deux, c'est-à-dire qui, tout comme on peut en jeu vidéo par exemple, tout à fait jouer à des triple A, et puis aussi s'intéresser beaucoup à la scène indépendante, bien en jeu de rôle c'est possible aussi. Moi il se trouve que c'est vraiment les jeux indépendants, les jeux alternatifs français, les jeux de rôle alternatifs français qui m'intéressent, et beaucoup moins les jeux de rôle traditionnels, mais voilà, on peut tout à fait s'intéresser aux deux, et d'ailleurs à mon avis il y a vraiment, et je pense que ce sera une bonne conclusion pour cette vidéo, c'est-à-dire j'aimerais bien qu'il y ait un peu beaucoup plus de pont en fait entre les scènes plus mainstream et les scènes plus alternatives dans le jeu de rôle. C'est déjà un petit peu le cas, hein. Il y a des jeux comme ça qui émergent, notamment des jeux traditionnels qui vont s'inspirer du coup de mécaniques qui existent dans les jeux de rôle alternatifs, et puis inversement, donc ça s'alimente, c'est vraiment chouette, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en termes notamment économiques c'est très très compliqué d'éditer, de publier un jeu de rôle alternatif, en tout cas au sens de, par exemple de l'héritage de la Forge ou ce genre de jeu là. Donc voilà, je me fais un petit peu l'avocat, un petit peu le défenseur de cette scène-là, sans forcément négliger le reste, mais c'est ce dont je parle dans Mandala, que je défends, et donc je vous invite vraiment à créer l'alternative, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.